Et bienvenue donc à ce webinaire portant sur la création de profils en travers type avec OpenRoads Designer. Donc, je vous remercie encore de votre présence. Je vais maintenant passer au vif du sujet. Donc, dans l'heure qui vient, donc je vais vous présenter les paramètres généraux de création de profils en travers type dans OpenRoads Designer. On va commencer par un très simple. Ensuite, complexifier le profil en travers, ajouter une voie, décrire une bordure. Ensuite, voir différents mécanismes qui vont nous permettre d'injecter un peu d'intelligence, disons, dans le profil en travers pour qu'il s'adapte au contexte. Et en particulier, que les dévers d'accotement varient en fonction du dévers de la chaussée. Ce qu'on appelle en bon français dans le texte, roll-over lock. Et donc, nous passerons ensuite à voir comment on peut appliquer des élargissements de chaussée et voir ensuite comment on peut créer des profils en travers en rajoutant un peu d'intelligence entre guillemets. Alors, je fais les petits guillemets là, de manière à ce que, par exemple, une GBA ait toujours la hauteur voulue en fonction des hauteurs des bords gauche et bords droit sur lesquels elle se raccorde. Enfin, donc nous parlerons des règles d'affichage qui permettent donc de rajouter de l'intelligence au profil. Et nous terminerons par la traditionnelle session de questions-réponses. Voilà, et bien écoutez, voilà pour l'introduction, et donc nous allons passer maintenant à la présentation. Nous allons commencer notre découverte de l'éditeur de profil en travers type dans un fichier vierge. Donc on utilise le jeu de données Creating Template Components and Constraints. Et donc on va lancer l'outil de création de profil en travers type. Donc moi je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire pour vous le montrer, parce que par défaut, donc lorsque l'on lance cette commande, OpenRoads ouvre la bibliothèque de profil en travers type qui est pointée par une variable d'environnement qui est en général celle de votre workspace. Donc là on va utiliser une bibliothèque spécifique, et donc il faut prendre la précaution donc d'aller ouvrir la bibliothèque dans laquelle on veut travailler. Ensuite, donc, on a l'arbre de navigation dans la bibliothèque de profil en travers type, dans lequel on retrouve d'abord une liste de noms de points. On reviendra dessus par la suite. Donc les points, ce sont les points que l'on définit dans l'espace, et donc il faut les nommer et leur associer une définition d'objet. Et cette liste de points permet de faciliter la génération des profils en travers type, l'écriture des profils en travers type plutôt, puisqu'on peut associer un nom de point à une définition d'objet plutôt que d'avoir à définir manuellement ces différentes entités à chaque fois qu'on crée un point. Et ensuite, on a les différents composants. Donc là, il n'y a pas d'arborescence particulière, mais on peut créer des dossiers, par exemple composants, et à l'intérieur, on va pouvoir créer un nouveau dossier bordure. Et ensuite, là, on viendra, j'imagine, logiquement créer, par exemple, une bordure AC2. Et donc le profil actif est désigné par un carré rouge. Donc si je veux revenir sur le premier, je double-clique dessus et on peut naviguer comme ça dans l'arborescence. Une fois que on a choisi un profil en travers type, on a la fenêtre de visualisation dans lequel on visualise les composants. Donc chaque profil en travers type est composé de points. Ces points peuvent être intégrés à des composants. Donc ça c'est un point et ça c'est un composant. Donc là c'est un composant surfacique, mais on peut avoir des composants linéaires. Donc là je fais juste pour vous montrer, voilà, ça va être un composant linéaire, puisque lorsque je vais le créer, je vais dire que je ne veux pas fermer la forme. Terminé, voilà.
Donc là, on a les trois types d'objets que l'on peut créer, des composants points, linéaires et surfaciques. Donc lorsque l'on viendra appliquer ce profil en travers type le long de l'accent plan et du profil en long, on va extruder ces géométries. Donc les points deviendront des lignes, les lignes des surfaces et les surfaces des volumes, des composants volumétriques. Voilà, donc je vais annuler la création de la ligne pour revenir à quelque chose de propre. Ensuite, donc, le principe d'écriture d'un profil en travers type va consister à positionner ces points dans un espace 2D, donc on est en déport à altitude. Okay. Et donc chaque point va être contraint ou pas d'ailleurs. Son positionnement va être contraint ou pas par rapport aux autres. Et on a un codage par couleur qui nous indique que là par exemple je sais rien qu'en le voyant que ce point-là n'a pas de contrainte, il est vert. À l'inverse, les autres points ici sont contraints. Et si je double-clique sur le point pour accéder à ses propriétés, je vois que les champs contraintes sont remplis, alors que si je désigne ce point, vous voyez que là les contraintes ne sont pas remplies. Et donc si je rajoute une contrainte, par exemple par rapport à ce point-là, si je fais appliquer, voilà, comme ça on aura les trois symbologies possibles. Donc vert c'est absolument pas contraint, jaune une seule contrainte, rouge complètement contraint. Donc, je vais encore une fois faire modifier pour laisser le profil dans un état propre. Donc la création de ces contraintes, c'est vraiment clé dans l'écriture des profils en travers type. Et d'ailleurs, si on regarde dans la partie haute de l'interface, donc on a accès au nom du profil en travers type, éventuellement une description. Dans cette partie-là de l'interface, on peut choisir d'afficher les composants ou les contraintes. Okay. Donc, si je m'intéresse à cette partie-là, ce que je vois, c'est que on a, et c'est assez général, on a un point libre, en général celui auquel on appliquera l'accent plan profil en long, et ensuite, de ce point dépend le positionnement d'autres points. Avec des, quand on affiche les contraintes, on a un codage des contraintes, et donc là, c'est une contrainte horizontale verticale, là c'est une contrainte horizontale pente, horizontale verticale. Donc rien qu'en regardant ça, je sais que ce point est placé, est contraint par rapport à R in EOP par une contrainte de distance horizontale, donc de déport, et par une contrainte de pente. On va vérifier. Effectivement, on voit bien que on a une contrainte horizontale et une contrainte pente. Et donc on a deux contraintes et l'ordre dans lequel elles sont citées n'a aucune importance. J'aurais très bien pu mettre la contrainte horizontale en contrainte 1 et la contrainte pente en contrainte 2. Donc quelques mots sur la navigation avant de créer notre propre profil en travers type. Donc on peut faire des zooms avec la molette de la souris. Pour faire varier l'échelle de déformation, on fait CTRL molette. C'est assez standard maintenant dans les différents outils. Je peux afficher ou pas les noms de points. Ça c'est valable quand on a des profils en travers assez complexes. Quand on affiche les noms de points, ça peut être un peu fouillis. Et on peut choisir d'afficher tous les composants, mais ça reviendra pas après parce que ça veut dire qu'il y a des composants qui sont conditionnels, dont l'existence dans le profil en travers type va dépendre de certaines conditions. On peut mettre des tests pour afficher ou pas un composant, et dans ce cas-là, on peut forcer l'affichage de tous les composants avec cette option. Et on a enfin donc ce petit carré magenta qui va représenter l'origine du composant, du profil en travers type, pardon. Donc par défaut, c'est ce point pour coordonner 0 à 0 puisque c'est le centre, pardon, l'origine du composant. Alors, on va créer un nouveau modèle
et on va suivre le support, hein, je vais l'appeler Pavement Slab. Voilà, donc c'est le profil actif. Et maintenant, j'ai cette interface qui va me permettre de créer les composants appartenant à ce profil. Mais avant, on va utiliser un outil qui s'appelle paramètres dynamiques. Donc c'est un outil qui va nous servir à plusieurs choses. D'une part, on va pouvoir activer un nom de point. Et ça, c'est pas mal parce que, encore une fois, si on choisit le point dans la liste, alors faut pas le taper, hein, et donc, vous voyez la différence. Là, si je veux appeler les noms hinge, si je tape hinge, ben, la définition d'objet, elle reste à bridge abutment. Donc si je veux lier les deux, et c'est en général ce que je veux faire parce que c'est assez fastidieux de reprendre un profil en travers après l'avoir créé et d'assigner un par un des définitions d'objets au nom. On oublie, voilà, c'est pas très propre. La manière la plus propre, c'est d'aller sélectionner le nom de point dans la bibliothèque. Donc comme ça, on a une convention de nommage des points. C'est aussi important hein, parce que dans une même équipe, il y a 3 personnes qui vont écrire des profils en travers. S'il n'y a pas une convention de nommage clair, ben, il y aura les mêmes points auront 3 noms différents et ça va être un peu plus compliqué pour comprendre le projet à la suite. Donc l'avantage de ce système de liste de points, c'est que on assure une convention de nommage et que on s'assure que les points reçoivent aussi une définition d'objet correcte. Et ça c'est fondamental hein, parce que la définition d'objet va indiquer donc le comportement du point, ou le comportement plutôt d'open roads vis-à-vis du point. C'est-à-dire qu'est-ce que je le génère aussi dans l'espace 2D, est-ce qu'il va faire partie de la surface supérieure, est-ce qu'il va intégrer dans les modèles numériques de terrain. Donc ces définitions d'objets sont fondamentales hein, dans OpenRoads. Ensuite, on a la possibilité d'appliquer des affixes. Donc si je coche cette case, ça veut dire que des affixes vont être ajoutés au nom des points. Et ça, c'est pour me permettre automatiquement, par exemple, d'appliquer des suffixes droit pour tous les points qui seront créés à droite et gauche pour tous les points qui seront créés à gauche. Et donc si on va faire un petit tour dans les options, outils options, c'est là où on va pouvoir définir les affixes que l'on utilise. Et là, vous voyez que par défaut, on les applique, mais ils ne sont pas définis. Donc, la logique, ce serait plutôt de dire G pour gauche et D pour droit. Ensuite, donc, je vais valider cette boîte de dialogue et finir par spécifier l'incrément. Donc, par défaut, c'est 0, donc on peut placer des points en continu dans cet espace avec donc des points qui auront des coordonnées avec de nombreuses décimales. Si on veut avoir quelque chose d'un peu plus, enfin par une grille en fait, hein, là par exemple, je vais mettre une grille de 5 cm. 5 cm, pas 50. Donc maintenant, lorsque je vais créer un point, par défaut, on va avoir la grille de tous les 5 cm. Ensuite, donc, pour placer les composants, soit je vais le faire directement de manière interactive là-dedans, soit on va voir qu'on pourra utiliser ces différents entrées clavier. C'est un peu comme dans la QDRAW ou dans les pour les anciens utilisateurs de microstations, où on peut spécifier donc XY égale, ça va être une des coordonnées absolues, DL c'est distance et length, c'est en différence par rapport à dernier mois rentré, HS c'est horizontal slope, VS vertical slope, etc. etc. Et on va les réutiliser par la suite. Pour l'instant, on va juste voir la base de la mécanisme de création des points composants. Et ok, donc maintenant je suis prêt à créer mon premier composant. Donc je vais faire un clic droit, ajouter nouveau composant. Et donc on a différents types de composants. Et là on va créer un composant simple. Donc un composant simple, c'est donc en fait un parallélépipède.
Les points reçoivent automatiquement les noms indiqués, le prototype de nom indiqué dans cette boîte de dialogue. La définition d'objet appliquée à ces points sera celle qui est dans la boîte. Et par contre, ce qu'il faut que je définisse maintenant dans cette boîte-là, c'est le nom du composant, la définition du composant et sa géométrie. Donc là, je vais l'appeler Pavement Slam, je pense. Allez, je vérifie dans le support. Pavement Top. Donc la pente c'est -2. La largeur 0,4 et l'épaisseur 0,4 et largeur 12. Alors on va rentrer des valeurs un peu plus correctes en métrique. Donc 1 cm et 3,6. Ensuite, donc, le principe, c'est d'aller zoomer un petit peu, et vous voyez que maintenant, je comprends le pas, les incréments, là, quand je bouge la souris, et du coup, c'est plus facile de désigner le point à 0, 0. Maintenant, si je me gourre, j'ai le droit de me gourer, et je place pas le point à 0, 0. Pas de panique, à ce moment-là, ce que je vais faire juste après, c'est un clic droit sur le point, et je vais dire que ce point, c'est l'origine du profil en travers type. Et voilà, et du coup, on va recaler l'origine, le point 0, 0, enfin, devient confondu avec ce point inch d qui devient donc l'origine du profil. Alors, typiquement, dans le processus de création d'un profil en travers type, après avoir placé un composant et utilisé le nommage automatique, on peut vouloir renommer les points. Donc pour ça, je vais double-cliquer sur les points, et donc chaque point a un nom, et je vais aller changer ce nom, encore une fois, en recherchant dans la liste déroulante. Pourquoi? Parce que ceci va me permettre de bénéficier gratuitement du changement et de l'affectation de la bonne définition d'objet. Parce que bon, si je reviens sur Hinge, ou si j'en prends un autre, voilà. Et si je tape CL, parce que voilà, je sais que le point il s'appelle Centerline. Ouais, mais là je vais créer un point qui s'appelle Centerline, mais qui a une définition d'objet qui n'est pas cohérente. Donc c'est vraiment important pour se faciliter la vie et limiter les inconsistances, les incohérences, pardon, à venir rechercher le point dans la liste pour que la définition d'objet soit automatiquement choisie. Et ensuite, je vais appliquer. Pour l'instant, on se préoccupe que des noms. Ensuite, pour balayer le profil et changer de point, je peux soit cliquer sur le petit œil et désigner le point suivant. Donc là, je vais l'appeler, enfin, ça s'appelle CL Conc Bottom. Appliquer. Soit naviguer avec précédent et suivant. Donc là, pour changer, je vais faire suivant. Du coup, j'arrive à celui-là et celui-là. Donc ça va être EOP. Alors, faut faire attention, il y a un petit truc là, quand il y a la liste déroulante, si j'utilise la molette, ça fonctionne bien. Si pour toute la partie de la liste qui est sous la boîte de dialogue, mais si je fais les zooms dans la vue, en fait, voilà, il comprend que c'est pour la vue et pas pour le point. Donc ça peut être un peu embêtant certaines fois. Vaut mieux le savoir. Donc là, c'est, oui, j'ai oublié, EOP. Et donc ça va être EOP Conc Bot. Concrete Bottom. Voilà, donc typiquement une première phase de travail, on place un composant avec des définitions d'objets non correctes et des points avec des noms et définitions d'objets corrects. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail de la création des contraintes et du positionnement des points. Donc si je double-clique sur EOP, je vois que donc il est contraint à une distance horizontale de CL et à une pente de moins 2%.
ces deux valeurs peuvent changer. Pour le dévers, en général, ce sera par des lois de variation de dévers, mais je peux aussi vouloir dire de telle abscisse à telle abscisse, c'est tel dévers, ou alors de telle abscisse à telle abscisse, c'est telle largeur, et puis après je rajoute une voie, et puis là, donc on aura souvent besoin de faire varier les valeurs numériques des contraintes. Et pour ça, on va pouvoir utiliser la notion d'étiquette. Et c'est extrêmement simple, puisqu'il va me suffire de taper le nom de l'étiquette, pour qu'ensuite, lorsque j'appliquerai ce profil en travers type, je puisse effectuer ce qu'on appelle une contrainte paramétrique et renseigner pour le corridor en question, pour la zone d'application du profil en travers type en question, les couples abscisse, largeur. Et je vais faire la même chose pour la pente pave slope. Appliquer. Ensuite, si je fais suivant, donc je vais arriver au point homologue, et là typiquement ce que je vais pouvoir faire changer, c'est l'épaisseur, donc pave thick. Appliquer. Donc là j'ai défini, j'ai affecté donc une valeur à ce champ, et je pourrais encore une fois la faire varier dans le contexte de l'application du projet. Mais là il y a une particularité dont je voudrais vous parler maintenant, c'est que ce point conc bottom là, comment il est positionné? Il est positionné en dessous de centerline avec la même valeur d'épaisseur. La couche est d'épaisseur constante. Donc pour faciliter la saisie à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher les étiquettes que j'ai déjà renseignées. Okay. Appliquer, fermer. Et donc, du coup, je vais bien contraindre ces deux points à avoir la même distance verticale par rapport à la surface de la chaussée. Et si je souhaite faire varier cette valeur, hein, si par exemple c'est pas 0,15 mais 0,10, à ce moment-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller dans le profil clip actif, où là je vais retrouver l'ensemble des objets qui composent le profil en travers type, et j'ai un onglet ou une feuille contrainte paramétrique. Donc là, ce que je vois, c'est que dans les contraintes paramétriques, pavement thickness est affecté et contrôle le positionnement des points concrete bottom pour CL et OP. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir modifier cette valeur depuis cette boîte de dialogue. Je valide bien par tabulation, hein, sinon le champ n'est pas pris en compte. OK. Et à ce moment-là, donc je réagis sur les deux points. C'est quand même beaucoup plus élégant et facile que d'aller pour chacune des points qui matérialisent la chaussée, de devoir changer manuellement cette valeur. Hein, donc, important, une fois qu'on a défini une étiquette, on peut agir sur la valeur de cette étiquette. Donc je vais revenir à -15. En allant donc faire un clic droit sur le nom de la contrainte en question. Alors, on va voir maintenant comment transformer ce profil donc qui a une seule voie en un profil à deux voies. Donc, pour ça, on va revenir sur l'onglet bibliothèque, désigner Pavement Slab, clic droit, copier. Je désigne la racine là où je veux coller le profil, coller. Du coup, le profil est copié avec un 1. Puis après 2, 3, 4, si on fait des copies multiples. Et ce qui est important, hein, souvent le gag, c'est quand on fait une copie, on fait une copie comme ça, la copie est pas activée. Et personnellement, ça m'arrive souvent de pas faire gaffe, et on s'aperçoit pas que on modifie l'original plutôt que de modifier la copie. Donc là, je vérifie bien que je vais modifier la copie, je vais même la renommer, et je vais donc indiquer que elle va porter sur deux voies. Donc pour porter sur deux voies, je vais d'abord modifier la contrainte de largeur.
Et donc on double, hein, on rajoute une deuxième voie. Voilà, donc du coup maintenant j'ai l'espace pour matérialiser une voie. Mais ce que je vais vraisemblablement vouloir faire, c'est vouloir rajouter un point dans ce composant pour pouvoir matérialiser la voie. Pour ça, donc, une des manières de faire, c'est de placer la souris sur le composant et de faire un clic droit. Et là, j'ai différentes possibilités, et en particulier, je peux insérer un point. Donc, maintenant, quand je bouge la souris, je vois que le point va être positionné là où je le place. Donc on va juste le caler comme ça, puisque après de toute façon on va venir modifier sa position. Et je peux en rajouter comme ça toute une ribambelle, mais je n'en ai pas d'autres à rajouter, donc clic droit, terminé. Alors, on a rajouté ce point hinge D, et maintenant donc on va vouloir venir agir sur son nom par exemple, et donc il doit y avoir quelque chose qui s'appelle lane, parfait. Et ensuite, alors, pour les contraintes. Donc là, pour la première contrainte, donc je vais pas trop me poser de questions, je vais faire une contrainte horizontale depuis centerline. Et je vais le placer à 3.6. Tabulation, je peux déjà faire appliquer pour le voir se positionner correctement. Et ensuite, alors, au niveau de la pente, je pourrais très bien dire une contrainte de pente depuis centerline et de rajouter la valeur numérique moins 2%, appliquer, et là, tout est beau. Tout est beau, sauf que c'est pas vraiment élégant, parce que si j'applique une variation de dévers et que je fais bouger donc le dévers qui lie OEP par rapport à CL, ben, ce point-là, il va pas suivre. Il faudrait que je trouve un moyen de le faire suivre. Et en fait, techniquement, ce point-là, c'est un point 2D, c'est un point 2D, je veux juste qu'il soit drapé sur la surface matérialisée par, enfin, ou en tout cas, pour l'instant, la ligne matérialisée par donc le segment CL-EOP. Et pour ça, on a une contrainte spécifique qui s'appelle décalage vecteur. Donc décalage vecteur, ça veut dire, ben, je veux positionner le point donc, entre CL et EOP avec un déport de 0. Donc je vais le mettre sur le segment CL-EOP. Voilà, donc là le point est parfaitement contraint. Et pour valider le comportement en cas de variation de dévers, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un clic droit. Et là, j'ai la possibilité de faire des tests de contrôle de points. C'est-à-dire que virtuellement, je vais modifier le positionnement du point. Et on peut tester uniquement en horizontal, en vertical. Donc là, typiquement, ça va être en vertical. Et ce que je constate bien, c'est qu'en cas de variation de dévers, le point lane suit bien la surface définie, enfin la ligne définie par CLEOP. Donc c'est typiquement ce genre de réglage que l'on utilisera pour le décalage vecteur pour spécifier un positionnement vertical d'un point en fonction pour que ces trois points soient alignés en fait. On va maintenant passer à un autre exemple, cette fois en utilisant les entrées précises, les entrées numériques permettant de nous déplacer, donc soit en absolu, soit en relatif, soit en distance angle ou en distance avec ces différentes commandes. Donc on va décrire pour ça une bordure, donc je vais vous afficher le profil en travers de la bordure que l'on va modéliser, que voici. Donc on va commencer par Curb Face Top. Ensuite, on va se déplacer horizontalement, donc avec un déplacement horizontal non nul et un déplacement vertical nul jusqu'à ce point. Après, déplacement purement vertical, après purement horizontal. Et pour ce dernier point, on viendra juste le placer à peu près à l'endroit où il doit être, pour ensuite venir le caler sur cette face grâce aux contraintes de décalage vecteur pente. Ok, donc c'est parti. On va commencer par créer donc un nouveau dossier qu'on va appeler bordure. Comme prototype de nom de point, je vais commencer par Curb Face Top.
Ok. Donc là, j'ai pris à la fois le bon nom de point et la bonne définition d'objet. Maintenant, je vais commencer la création du composant. Donc c'est un nouveau composant contraint. Donc je vais l'appeler curb. Je vais dire que c'est du béton. Et ensuite, donc maintenant, je dois positionner le premier point. Donc pour positionner le premier point et les autres d'ailleurs, on va utiliser donc ces outils d'entrée numérique précise, et en particulier donc le premier c'est assez évident, xy égale pour placer un point de coordonnée absolu, donc on commence par le point de coordonnée 0, 0, 0,0. Voilà, on a créé le premier point. Maintenant on veut créer un point qui soit à 14 cm à droite du point qu'on vient de créer, avec une pente nulle. Et ben on y va, donc c'est horizontal slope, HS ou HS, et on va donner donc les deux coordonnées. La distance horizontale c'est 0,14, 14 cm, virgule, la composante de pente 0, et je valide par entrée. Voilà, donc on a déjà créé ce point-là, sauf que je viens de m'apercevoir que je n'ai pas changé le nom du point. Donc je le ferai, tant pis, je devrais le changer à la main, mais là je n'oublie pas que pour la troisième point, ça va être un point curb back bottom. Donc pardon, dans le nom de point, je prends curb back bottom. Donc là ça aurait dû être un curb back top, et ça c'est un curb back bottom. Et le déplacement relatif par rapport au dernier point que je viens de saisir, ça va être du DL, donc du distance, et la distance en X c'est 0, et la distance en Y c'est moins 30 cm, moins 0,3. Voilà, ça commence à prendre une tournure. Ensuite, je n'oublie pas, pour placer ce point homologue, de vérifier que j'ai la bonne convention de dommage. Donc là, c'est curb face bottom. Et là, je vais toujours être en DL de moins 30 cm cette fois, en horizontal, virgule, un déplacement de 0 en Y. Voilà. Et maintenant, je vais placer donc le point qui va s'appeler EOP. Et ce point, donc, je vais le situer à peu près au bon endroit, parce que de toute façon, je vais devoir lui spécifier des contraintes relatives et non pas absolues. Et donc, clic droit, terminé. Et il ne me reste plus donc qu'à positionner correctement EOP, en disant que, par exemple, je veux qu'il soit à une distance verticale de curb face top de, mettons, moins 14. Oups, moins 0,14, ça ira mieux. Et que l'autre contrainte de placement, ça va être un décalage vecteur à 0. Voilà, comme ça il est situé dans le plan de la face de la bordure. Et voilà, donc vous voyez qu'avec ces outils d'aide à la saisie, on s'est vraiment très bien adapté à ce genre de géométrie. Et voilà, il ne me reste plus qu'à modifier l'origine du profil type pour avoir une magnifique bordure. Alors, on va passer maintenant à un tout autre sujet qui est celui du calcul de la variation du dévers d'un accotement par rapport au dévers de la route principale. Donc, là, vous avez un demi-profil. Okay, donc là, on a la chaussée, et là, on a l'accotement ou la berme. Dans la plupart des cas, la pente de cet accotement doit varier selon la pente de la chaussée. Donc, que ce soit les normes françaises, américaines ou autres, donc on a ce genre de lien où on veut soit que la pente de l'accotement soit dans l'extension de la pente de la chaussée principale, ou alors on veut en général limiter le delta de la pente le delta de la pente à une certaine valeur. Et pour ça, donc, on doit trouver un mécanisme qui permet de lier la pente de l'accotement à la pente de la chaussée. Alors, comment ça se passe?
Déjà, donc, dans un profil en travers type, il y a certains points que l'on va qualifier avec un indicateur de dévers pour pouvoir leur appliquer des rotations de dévers. Donc, ce point-là et ce point-là, donc, je vais leur activer les indicateurs de dévers. Donc ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir appliquer des dévers à ces points. Ce que je vais pouvoir faire ensuite, pour ce point-là, c'est activer l'option des valeurs de renversement. Vous voyez que ce point-là, il a deux contraintes de positionnement classiques. Hein, on est dans un espace à deux dimensions, on a deux contraintes de positionnement. Le point rouge, il est correctement, enfin, il est intégralement positionné. Mais j'ai une option. Vous voyez que là, je peux définir un deuxième parent, c'est-à-dire une deuxième famille de contraintes qui va agir sur le positionnement de ces points. C'est-à-dire que par défaut, ce sont ces contraintes-là qui vont agir, mais par contre, lorsque les points de référence vont bouger, à ce moment-là, donc, OpenRoads va appliquer des pentes que je vais définir dans cette interface. Donc, comment ça marche? Je vais d'abord définir un point de référence. Okay. Donc, le point de référence, c'est centerline, le point parent, c'est EOP. Donc, OpenRoads va calculer la pente entre le point de référence et le point parent, donc le dévers, en gros. Donc, on va récupérer cette valeur de dévers, et en fonction de cette valeur de dévers, on va calculer la valeur du dévers qu'on veut appliquer sur cet accotement. Et donc, c'est une table, hein, ça veut dire que de moins l'infini à... donc, on va dire que de moins l'infini à 0, on veut une différence côté bas de 0. Donc, pour renseigner cette table, on va renseigner des valeurs. Donc là, comme j'ai choisi une valeur, automatiquement, là, la valeur cible est maintenant enseignable. Et ça veut dire que tant que le dévers de l'accotement ici est négatif, à ce moment-là, la différence de pente côté bas est nulle. Tant que le dévers est le même. Ensuite, donc, je pourrais faire des valeurs de seuil à -4, et puis après faire de -4 à 4, etc. Dans les normes françaises, c'est comme ça, mais là, dans les normes américaines, c'est pas le cas. Il y a juste un seuil, 0. Et ensuite, donc, le deuxième test, ça va être si la valeur est strictement positive, donc ça va être dans cette zone-là. Là, il faut que je choisisse une valeur quelconque pour pouvoir avoir accès au champ. Et tant qu'à faire, je vais prendre la bonne stratégie. Donc là, je vais prendre la stratégie différence côté haute, nulle. Pardon, de 7%. Okay. Donc là, j'indique à OpenRoads que si la différence de pente entre les deux, si la pente là est supérieure ou égale à 0, à ce moment-là, je veux limiter le dévers de ce band pour que la différence de dévers entre les deux soit moins de 7%. Ok, donc si le dévers est négatif, à ce moment-là, on est dans le prolongement de la pente. Si le dévers est positif, à ce moment-là, dévers côté haut, donc la différence côté haut, est limitée à 7%. Voilà, donc je valide cette valeur. Ensuite, pour vérifier le comportement du profil en travers type, je vais devoir tester le positionnement de ce point. Donc, si le dévers est négatif, on voit que l'on est bien dans le prolongement de la pente, hein, on voit que le dévers change. Là, il est pratiquement nul, et la dévers de l'accotement est bien dans le prolongement de la pente de la chaussée. Ensuite, donc, dès que le dévers devient positif, à ce moment-là, on voit que l'accotement revient à son dévers négatif. Et bon, ça va être difficile de voir, de contrôler la valeur numérique limitée à 7%. Mais on comprend bien que là, il y a une limite de dévers et que le dévers de l'accotement varie en fonction du dévers de la chaussée. Nous allons maintenant nous attacher à décrire un autre mécanisme. Et pour ceci, nous allons nous attacher à cette barrière, à ce dispositif de retenue.
Alors, si on analyse ce qu'on a sous les yeux, donc on a deux points verts, donc vous imaginez, ce sont des profils en long, des bords chaussés que l'on viendra, d'une chaussée à voie séparée que l'on viendra connecter ici. Ensuite, donc au niveau des contraintes, on voit qu'on a une contrainte de pente qui va vers ce point-là. Donc on a une pente fixe là et là. Ensuite, ce point, on voit qu'il est jaune, donc il n'a qu'une seule contrainte. Et la seule contrainte de placement qu'il ait, c'est que son départ horizontal par rapport à ce point-là est de 20 cm. Oui, effectivement, c'est peut-être pas terrible, parce que ce qu'on aimerait en tout cas, c'est que, donc si je raffiche les composants, donc vous comprenez que les profils longs peuvent être éventuellement variés, hein, en fonction des dévers et des profils longs des voies séparées, on aura des altitudes différentes là. Donc ce que l'on voudrait décrire, c'est que si ces points bougent, à ce moment-là, ces points bougent de façon et que ces points bougent de façon à ce que le dispositif de retenue fasse au moins toujours une valeur maximum de hauteur, minimale de hauteur. Ok. Donc on aimerait bien que, en gros, que ce point-là soit contraint à la distance entre le plus haut de ces points. Donc pour ça, on va utiliser la contrainte qui s'appelle maximum distance. Donc, vous voyez que là, tout est prêt. Je vais juste utiliser la contrainte verticale maximum. Ok, donc vertical maximum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre barrière L et barrière R, donc entre ces deux points là, barrière L et barrière R, OpenRoads va prendre la valeur maximale, et va lui ajouter 1,20 m. Ok, donc ce point-là sera, avec cette contrainte, toujours situé à 1,20 m du plus haut de ces deux points. C'est exactement ce que je veux. Donc maintenant, si je bouge, par exemple, ce point, ce que je vois, c'est que si le point monte, à la hauteur de bordure monte, de bordure, des dispositifs de retenue monte. Et si je fais la même chose pour ce point, je vais avoir le même comportement. Donc, quel que soit le PL le plus haut, la bordure fera bien, le dispositif de retenue, décidément, pardon, aura bien la taille minimale. Et on va faire la même chose pour ce point bas. Vous voyez qu'il est encore jaune là, donc il lui manque encore une contrainte. Mais cette fois, on va prendre verticale minimale, hein, parce qu'on veut avoir une certaine hauteur minimale de semelle pour pouvoir ancrer donc ce dispositif de retenue. Et on va faire la même chose, on va désigner le second critère. Dans ce cas-là, OpenRoads renseigne la valeur actuelle de la distance entre le point désigné et voilà. Donc maintenant, j'applique. Et maintenant, on peut constater donc que même si ce point change, à ce moment-là, on a bien un dispositif de retenue qui aura la géométrie nécessaire, requise. Pardon. Donc voilà un exemple d'utilisation des contraintes verticales et minimales, sachant qu'on a bien évidemment les 4 combinaisons, hein, vous permettant d'effectuer ce genre de test. En parlant de test, on va voir maintenant donc, alors on va aller dans celui-là, et l'on va découvrir, exposer un nouveau mécanisme dans l'éditeur de profil en travers type, qui va nous permettre d'avoir des éléments conditionnels. Et on va toujours aller dans des tests, et en comparant la position respective de points, on va pouvoir faire apparaître ou disparaître des objets de profil en travers type. Donc le mécanisme qu'on va utiliser, c'est les display rules, les règles d'affichage. Le contexte est celui-ci. Vous voyez là, on a un médian. Donc ce qui va séparer les deux voies à circulation de sens opposé. Et lorsque ce séparateur est assez étroit, à ce moment-là, on veut qu'il y ait une barrière physique en béton. On veut qu'il y ait une DBA, pardon. Alors que lorsque
cette distance s'élargit et devient assez grande, à ce moment-là, on n'a plus besoin de glissière, on veut juste une zone enherbée. Hein. Les voitures sont réputées pouvoir rattraper leur sortie de route sans s'encastrer les unes dans les autres, simplement parce qu'il y a assez de place. Okay. Donc, ça veut dire que on a besoin d'un test qui va aller vérifier la distance entre ces deux points, et en fonction du résultat de ce test, donc si la distance entre ces deux points est supérieure à une certaine distance, à ce moment-là, on ne veut pas de barrière. Et à l'inverse, on voudra avoir un médian enherbé. Par contre, si cette distance-là devient trop petite, à ce moment-là, on veut la glissière. Donc, tout ça se fait dans OpenRoads via les règles d'affichage. Donc là, j'ai double-cliqué sur le médian. Et vous voyez que tous les composants ont accès à une règle d'affichage. Donc on va maintenant venir éditer ce paramètre. Alors, comment on va définir ces règles? Alors, dans cette boîte de dialogue, on a deux parties. On a la partie haute, on va pouvoir donc définir l'expression de la condition d'affichage du composant, c'est marqué. Et là, on va pouvoir aller rechercher des règles. Alors pour l'instant, on n'en a aucune, donc on va en ajouter une. Donc en premier, il faut avoir des règles d'affichage que l'on affecte aux objets. Donc les règles d'affichage, elles vont être calculées sur un certain critère. Et donc on a des critères de distance, de pente et d'affichage d'autres composants. Donc on peut lier comme ça l'affichage d'un composant à un autre. Mais là, en l'occurrence, nous, c'est la différence horizontale absolue entre deux points qui va nous intéresser. Et en l'occurrence, la distance donc entre le point d'accotement en gauche et le point d'accotement droit. Et le critère va être que cette distance soit inférieure ou égale à 6 mètres. Donc, on va l'appeler barrière on. Hein, donc, dispo, enfin, GBA. Existe. Ah, donc, le critère pour que la DBA existe, c'est que la largeur du médian soit inférieure à 6 mètres. Donc là, j'ai défini le critère, et maintenant, je vais l'affecter au composant en venant désigner la règle et en prenant la règle sélectionnée. Et là, vous voyez que j'ai les traditionnels et or non, les opérateurs booléens pour venir donc faire des opérations un peu plus complexes en appliquant des opérateurs aux expressions. Et là, vous voyez que tout d'un coup, le profil change. Bah oui, parce que la règle a été appliquée et du coup, comme il se trouve que par défaut, la distance est plus grande que ce qu'on a dit, bah, du coup, on n'affiche plus les objets. Donc, pour les afficher, on fait soit afficher tous les composants, soit on va dans le profil en travers type actif. Et dans ce cas-là, il affiche tous les composants. Et pour tester le composant réel, à ce moment-là, je vais faire tester le contrôle de points. Et ah oui, parce que je suis dans le profil intratype, donc j'affiche tout, donc je reviens sur bibliothèque, et là, je vois bien le test. C'est-à-dire que si la distance est faible, à ce moment-là, j'ai bien la GBA, et lorsque le test est faux, à ce moment-là, je n'ai plus la glissière. Si je veux être complet, il faut que je rajoute un autre test, parce que du coup, vous voyez que quand la distance est faible, à ce moment-là, j'ai les deux. J'ai à la fois la barrière, le béton, et aussi le composant enherbé. Donc en fait, il faut que je rajoute aussi un critère d'existence au composant enherbé pour qu'il n'existe que si la barrière n'existe pas. Hein, c'est l'un ou l'autre, exclusif. Pour ça, je vais venir ajouter une contrainte de condition, une règle d'affichage à ce composant enherbé, et je vais prendre l'opposé de la condition que j'avais pris là. Donc, je vais faire non, règle sélectionnée.
OK, appliquer, fermer. Donc là maintenant j'ai logiquement soit l'un, soit l'autre, exclusivement. Donc si le composant est petit, à ce moment-là, je n'ai que le béton. Et si le médian s'élargit, je n'ai que l'enherbé. Alors, on va voir un dernier exemple avec un élargissement de chaussée. Donc là, le thème, ça va être de définir un élargissement de chaussée. Donc vous imaginez là, on a de la chaussée existante et on va définir une ligne de coupe pour venir donc rapporter cette chaussée neuve. Donc pour l'instant, on a ce profil en travers type où on voit ce point. Donc, traditionnellement, il n'est pas contraint. Et si je le déplace, donc si je déplace ce point, j'ai un profil entièrement contraint par ce point. Donc en déplaçant ce point, je vais déplacer l'ensemble du projet. Mais ce que je veux, c'est non seulement contrôler ce point, mais aussi vouloir rajouter un point de contrôle là, pour que, avec ces deux points plaqués sur la chaussée existante, je vienne récupérer le dévers de la chaussée existante et venir dans le prolongement de ce dévers, venir rajouter cette poutre-là, cet élargissement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un point nul, donc un point qui n'appartient pas à un composant, je vais le placer là, et je vais demander à ce qu'il soit plaqué sur la chaussée, à une certaine distance. Donc après il y aura une contrainte de distance, mais l'important c'est que le point que je vais créer soit plaqué sur la chaussée. Et ensuite on viendra contrôler l'altitude de ce point pour avoir une extension de pente entre le point plaqué sur la chaussée et ce point-là, et donc le point 9. Okay, donc dans un premier temps, on va d'abord créer un point nul. Donc on va le positionner à peu près. Et comme c'est qu'un point, je n'avais pas utilisé les réglages dynamiques, donc je vais le faire maintenant. Donc le nom, traditionnellement, je le prends depuis cette liste, mais là c'est un point particulier. Donc je vais rentrer son nom directement, xsample, et je vais utiliser du DNC donc dans point de profil de notre constraint. Et au niveau du positionnement, donc je vais lui assigner les deux contraintes. Donc en horizontal par rapport à ce point, je vais le situer donc à moins 1,50 m. Okay. Ensuite, maintenant, concernant le positionnement 2, donc vertical en l'occurrence, là, je vais utiliser la possibilité, vous voyez que j'ai deux possibilités de projection dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est projeter vers la surface et projeter vers la conception. Donc on va utiliser projeter vers la surface, et ensuite dans ce champ-là, on va venir dire quelle est la surface sur laquelle on veut se projeter. Donc on choisit actif, comme ça, ce sera automatiquement la surface active. Maintenant, si je rentre un nom spécifique, à ce moment-là, donc ce point viendra venir se projeter vers la surface dont le nom est indiqué dans ce champ-là. On faudra définir un alias. Et là, en l'occurrence, j'utilise juste actif. Donc, j'ai donc projeter vers la surface toute direction, c'est-à-dire que ce soit vers le haut ou vers le bas, puisque là, j'ai une contrainte horizontale, donc le point est déjà fixé et ne peut se balader que verticalement, et donc verticalement, dans toutes les directions, que ce soit vers le haut ou vers le bas, ce point sera situé sur la surface active. Parfait. Maintenant, je vais devoir modifier le positionnement de ce point-là. Donc en horizontal, par rapport à socket, bon, peut-être, mais c'est surtout le vertical que je vais changer, où je vais venir lui dire un décalage vecteur de, on va changer les deux champs, même si c'est pas strictement nécessaire, de xsample vers socket avec un décalage de 0. Maintenant, pour vérifier le comportement du profil, je vais aller dans contrôle. On va pouvoir simuler la position du terrain et bien comprendre que le point que l'on a créé là, s'il est projeté sur le modèle de terrain, permettra donc d'avoir une extension continue de pente par rapport
au point de coupe et au point d'échantillonnage que l'on a créé. Voilà donc qui conclut l'atelier sur la création de profils en travers type. Je vais afficher là le PDF sur lequel je me suis basé. Voilà. Donc le PDF, c'était Defining Template Components and Constraints. J'aurais voulu avoir un peu plus de temps pour évoquer en particulier les dernières nouveautés, la création des arrondis, les fonctionnalités spécifiques de tunnel, mais on va manquer de temps, donc ça fera l'objet d'un deuxième webinaire. Et nous allons passer maintenant donc aux questions-réponses. C'est à vous. Alors, le PDF, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en ressources. J'aurais dû le mettre en ressources en lien à ce webinaire. Mais le plus simple, c'est de lancer Boneroad Designer, d'accéder au Connect Advisor et de faire une recherche sur donc le titre du jeu de formation que j'ai utilisé. Et voilà donc et donc il suffit de renseigner la chaîne de texte. Donc le titre c'est Defining Template Components and Constraints dans Connect Advisor et vous aurez accès directement au téléchargement. Voilà, donc je vais partager mon écran parce que j'avais à peu près plus ce genre de questions. Donc là, c'est le Connect Advisor, donc qui des fois peut être considéré comme un peu intrusif, mais qui en fait est vraiment assez utile. Hein. Moi-même, je l'utilise et je le trouve très très utile. Et donc là, j'ai recherché Defining Template Components and Constraints. Et ensuite, donc, on retrouve l'accès aux différentes vidéos, cette fois in English in the text, in the voice. Et pour lancer le téléchargement, vous pouvez directement cliquer sur cette case. Donc moi j'ai des petits soucis de connexion internet, là j'espère que vous me voyez correctement. Mais comme ça vous pouvez accéder au téléchargement du jeu de données et du PDF. On travaille toujours sur une demi-chaussée Non, là la présentation a été faite avec l'exemple d'une demi-chaussée parce que souvent les routes sont symétriques, hein, c'est-à-dire qu'on a le côté gauche et le côté droit qui sont identiques. Donc dans la mesure où vous, surtout quand on commence un profil en travers type à partir de rien, quand on commence à le créer, c'est pas mal c'est plus rapide de créer la chaussée gauche ou droite, ça dépend de votre préférence, et ensuite de venir, comme on l'a vu, dropper en miroir les deux composants. Ça vous évite, ça fait la moitié du boulot, quoi. C'est-à-dire que plus que d'avoir à créer, à cliquer tous les points pour l'intégralité de la chaussée, vous en décrivez que la moitié, ce qui représente à peu près la moitié du boulot. Mais c'est surtout dans le cas où on a donc des chaussées symétriques. Comment les volumes de déblais remblais sont pris en compte? Doit-on, en plus des structures, modéliser le fond de forme? Non, pas du tout. Le calcul des déblais remblais se fait automatiquement à partir du moment où donc vous avez défini une surface de chaussée active et où l'ensemble des composants générés par l'éditeur de profil qu'on vient de voir ont un attribut de volume de dimensionnement, de projet. Donc, vous voyez là par exemple, si je prends l'exemple de cette couche, donc c'est TC Asphalt Concrete Wearing Course,
Et donc si je regarde les caractéristiques de cette couche, maillage, ou de n'importe laquelle d'ailleurs de ces couches projet, donc c'est Concrete Wine Course. Voilà, de tous ces composants ont une option de cubature dimensionnement. Okay. Donc ça veut dire qu'en fait, ensuite, pour calculer les volumes de Deblet Remblai, ce que va faire OpenRoads, c'est qu'il va, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui demander de calculer les maillages de Deblet Remblai, calculer les volumes de Deblet et de Remblai. Vous associez des définitions d'objets au volume de Deblet et au volume de Remblai. Donc là, dans cet exemple, il se trouve que comme je travaillais sur justement le prochain webinaire sur le renforcement, et donc là, je n'aurai pas de volume de Deblet Remblai, puisque le Remblai, c'est du rechargement et le Deblet, c'est du rabotage. Mais donc c'est la procédure qu'on va voir. Donc vous lancez le calcul des volumes de Deblet Remblai, et ensuite, vous demandez le rapport des quantités par limite nommée. Voilà, donc avec cette méthode de calcul, automatiquement, donc OpenRoads va prendre le plus bas des composants de type dimensionnement et faire la différence avec la surface existante, que ce soit en Deblet ou en Remblai. C'est extrêmement puissant puisque donc il n'y a pas spécifiquement à matérialiser la couche de forme. Vous pouvez très bien, c'est OpenRoads qui la calcule pour vous. Si vous avez besoin de faire des métrés de surface pour la partie la PST, la partie supérieure des terrassements, la rase, vous pouvez décrire ces couches, mais c'est absolument pas nécessaire. Et au passage, pour décrire ces couches, c'est assez simple puisque en fait, donc, vous voyez que là, dans ces composants, dans ces types de profils par défaut livrés avec la version d'origine en anglais, on n'a pas de couche de forme automatiquement. Donc, encore une fois, OpenRoads va prendre le plus bas de tous les composants de type dimensionnement et faire la différence avec la ligne existante. Encore une fois, si vous voulez créer une surface alternative, enfin, voilà, j'ai dit le mot, si vous voulez créer une couche de forme, à ce moment-là, il suffit de créer une surface alternative qui va passer par ces points. Où trouve-t-on les abréviations des noms des composants utilisés? Et ça recoupe donc la question secondaire. C'est une récap des dominations anglais de type EOP, ING. À ma connaissance, non. C'est vrai que là, j'utilise les supports anglais parce que ça vous permet ensuite de reproduire et de refaire les webinaires avec les mêmes supports de formation. Donc c'est vrai que ça nécessite un peu d'habitude. Et je vous avoue, moi, mon grand ami, c'est Google Translate. Donc je ne devrais pas citer de marque, mais il y a plein d'outils gratuits de traduction de vocabulaire et en 2 secondes, vous trouvez la réponse. Oui, oui, il suffit de changer la pente des verres sur le côté correspondant de la chaussée. Je vais repartager mon écran. Si je mettais cet écran sur l'autre, ça serait peut-être mieux. Donc là, vous devriez voir mon écran. Et voilà, donc si je rappelle l'éditeur de profil type, donc là c'est une route à chaussée séparée, mais ça sera la même chose. Si je prends quelque chose de plus simple, donc là on a une chaussée en toit, mais si je regarde les contraintes,
Donc c'est parce qu'on a une pente à -2, mais si je mets la pente à 2, bah, j'ai une chaussée monomontée. Et si on donc là je spécifie manuellement le même dévers, mais je pourrais très bien dire que ce point-là est situé dans l'alignement des points du point gauche et du point au centre en utilisant vector offset. Je pourrais utiliser décalage vecteur de centerline à clac. Voilà. Et du coup là je suis vraiment en monopente parce que maintenant si je change ce point, bah, là, je suis bien en monopente. Ok, donc là simplement ce que j'ai changé, c'est que pour ce point-là, j'ai utilisé décalage vecteur, donc ce point est aligné donc entre le point EOPL et le point centerline. Donc intéressant d'avoir une traduction d'anglais des méthodes de type pente crown. Oui, c'est vrai que bon, c'est vrai. J'ai rien à dire de plus. J'essaierai de trouver le temps de faire une petite traduction. Euh, mais là, pour l'instant, faut vous contenter des schémas. Mais c'est vrai que pour les DVR, il y a quand même un peu de complexité. Donc, je note ta question et je mets ça sur ma to-do list. Pour la prise en compte de la chaussée existante, renforcement et rabotage. Donc, bah, question pertinente puisque c'est l'objet du prochain webinaire, donc le 17 novembre. Nous verrons les outils, les composants qui permettent de matérialiser donc le rechargement et le rembotage, ainsi que l'outil d'optimisation de profil en long qui permet donc de caler automatiquement un profil en long en fonction de différentes contraintes d'épaisseur. Alors, comment gère-t-on le passage d'une bordure haute à une bordure basse, par exemple? Le plus simple, ce qui est assez simple en fait, c'est d'utiliser les contraintes paramétriques. Donc, vous voyez que là, le point de la bordure là, il est contraint en vertical par rapport à curb face FL et il correspond à la variable curb type 1 curb height. Donc, après avoir appliqué ce profil intravertype, il suffira d'utiliser une contrainte paramétrique pour faire varier cette hauteur. Autrement, bah écoutez, je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre temps et de votre participation. Bonne fin de journée à tous et toutes. Et donc le rendez-vous, c'est le prochain, c'est le 17 novembre. Même heure, même endroit, rechargement et rabotage. Merci, bonne journée. If you found this video helpful, please give it a like. If you want to see more such series, consider subscribing to our channel. Thank you, and see you next time.